Saga Storyfy présente Meurtre au champagne, écrit par Sébastien Théveny, lu par Régis Burtin. À Piou-Piou, Vévé et Mickey. Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petit bout de petit rien. Jean-Jacques Goldman, Famille. Prologue, quel qu'en soit le prix. Épernay, 13 juillet 2019. La lourde porte d'acier coulissa latéralement sur son rail dans un silence feutré. Ici, à l'entrée du pressoir, tout apparaissait aussi propre, stérile et entretenu qu'un laboratoire médical. Les inox rutilaient, à l'image de la fortune de la famille de Bertrand de Beaulieu, que tout le monde dans la région respectait. « Messieurs, vous entrez dans l'un des lieux les plus extraordinaires des vignobles français. Un pressoir. Il constitue la première étape d'une longue chaîne de manipulations et de procédés qui aboutiront à cette merveille de la nature que nous emprisonnons jalousement dans des flacons de verre opaque, hermétiquement scellés par un bouchon de liège et un muselet d'acier. Je veux parler, bien sûr, de ce vin effervescent imaginé il y a 4 siècles par le moine bénédictin Dom Pérignon. Le champagne, messieurs. Le propriétaire des lieux en rajoutait, s'essayant au lyrisme afin d'impressionner la poignée d'investisseurs japonais qu'il recevait ce jour. Le traducteur franco-nippon tentait de suivre son débit et ses digressions sans que Bertrand de Beaulieu ne daigne ralentir la cadence. L'homme, qui venait de fêter ses 70 ans, promenait sa bedaine et sa couronne de cheveux blancs en tête du cortège, immédiatement suivi de sa fille Bérangère, chargée des relations publiques, ainsi que de Patrice Pedrazzini, son maître de cave, lequel interviendrait un peu plus loin dans la démonstration. Le petit-fils du baron déroula son laïus. Par cette porte, les caisses débordant de raisins et fraîchement et délicatement cueillis à la main sont déposées à la pesée puis déversées dans ces grandes presses hydrauliques faites de bois et d'acier. Combien contiennent ces pressoirs ? Voulut savoir l'un des Japonais. Ah, très bonne question, monsieur Yamamoto. Il faut compter 4000 kilos de raisins en grappe entière, quantité appelée marc, pour une presse. Celle-ci va opérer lentement durant 4 heures. J'ajoute, précisa le chef de cave, que nous sommes tenus de presser cépage par cépage, cru par cru. C'est un gage de qualité. Les investisseurs hochaient la tête tout au long de la version traduite, subjugués par la technicité. Ayant obtenu l'autorisation de prendre des photos, ils ne se l'interdisaient aucunement, avides de retourner au pays avec des images plein les yeux et les cartes mémoire de leurs appareils. Continuons, si vous le voulez bien, reprit Bertrand de Beaulieu. Le patriarche du domaine les conduisit alors un étage au-dessous, par un escalier métallique le long duquel serpentaient des conduites en inox. À travers ces tuyaux, expliqua-t-il, les jus s'écoulent lentement depuis le pressoir jusqu'à la distillerie. Ils sont recueillis, là encore, cépage par cépage, dans des cuves appelées belons. Clic-clac, photo. Ensuite, les jus sont dirigés vers ces cuves appelées cuves de débourbage, renseigna le maître de cave, aux grandes dames du traducteur, qui se heurtait à une flopée de mots techniques à chacune des phrases des deux hommes, se chargeant simultanément des explications. Ils y resteront entre 12 et 24 heures, le temps que toutes les impuretés lourdes, les bourbes, se déposent au fond avant d'en être extraites. Enfin, ce jus de raisin désormais clair s'en ira dans la pièce que nous allons visiter à présent, la cuverie de fermentation. Suivez-moi, je vous prie, les invita Beaulieu. Derrière lui, sa fille, âgée de 38 ans, suivait docilement, une once de fierté dans le regard et le port altier. Elle savait pouvoir hériter prochainement du domaine, vignoble comme installation, négoce comme production globale, soit plus d'1 million de bouteilles chaque année. Un héritage à se partager entre elle, sa sœur cadette Apolline et son frère aîné Vincent, qui aurait dû les accompagner ce matin, mais qui se trouvait curieusement aux abonnés absents. D'ailleurs, son père se pencha à son oreille et lui demanda d'un ton irrité. « Est-ce que tu as vu ton frère ? Bon sang, il devrait être là ce matin pour négocier avec les Japs. Où est-ce qu'il traîne encore, celui-là ? Aucune idée, papa. J'ai appelé sur son mobile 3 fois, sans succès. J'ai laissé des messages, aucun signe de vie. » Bertrand de Beaulieu hocha la tête d'un air contrarié, mais se concentra sur ses hôtes, escortant M. Yamamoto vers la suite de la visite. Leurs pas résonnaient sur les marches métalliques à mesure qu'ils progressaient vers l'étage inférieur. Ici, une trentaine de cuves en inox étincelantes et disposées en enfilade contenaient les jus en cours de fermentation.
Chacune de ces cuves porte un numéro permettant la traçabilité des mous, crut bon d'expliquer Patrice Pedrazzini, déjà plus dans son domaine. À cette période de l'année, la plupart d'entre elles sont pleines, pour un total de 90 000 hectolitres. Le travail des levures est en cours. Nous abordons de plein pied le cœur de la magie du champagne, messieurs, claironna son patron. Derrière ces parois en inox, le sucre des jus se transforme en alcool et en gaz carbonique. Ce n'est désormais plus du raisin, mais déjà du vin. Pas encore effervescent, toutefois. Un vin calme, tranquille. Il lui faudra plusieurs semaines pour devenir propre à être assemblé. C'est alors qu'interviendra toute l'expertise de mon chef de cave, ici présent, qui vous fera un exposé très complet, si cela vous intéresse, de ce en quoi consiste l'exercice minutieux de l'assemblage. Il s'agira ni plus ni moins d'une composition subtile de goût, d'arômes et d'émotions, qui donnera naissance à une partition unique. Vous pourrez vous-même vous prêter à l'exercice de dégustation. Des murmures d'enthousiasme se répandirent dans l'assemblée nippone. De même que nombre de flashs, clic-clac dans la boîte. Peut-on voir à l'intérieur d'une de ces cuves demanda Kei Yamamoto, le patron de la firme d'investisseurs venu en repérage en Champagne afin d'y placer au mieux leur yen, en vue de profits juteux. Patrice interrogea Bertrand de Beaulieu. Y a-t-il une cuve vide que ces messieurs pourraient inspecter? La 12, oui, monsieur de Beaulieu. Suivez-moi. Le maître de cave escorta le groupe jusqu'à la cuve en question et entreprit d'en dévisser la trappe de visite, qui s'apparentait à une sorte d'écoutille de sous-marin munie d'un volant à tourner, pareil au couvercle des autocuiseurs d'antan. La manœuvre déclencha quelques couinements douloureux pour les oreilles des Japonais, qui grimacèrent. Toutefois, cette sensation n'était rien en comparaison du spectacle qui les attendait. En effet, lorsque Patrice Pedrazzini eut ôté la trappe métallique, il se figea brutalement. À l'intérieur de la cuve, une figure humaine livide le fixait de ses yeux vitreux, encadrée d'une chevelure poisseuse, la bouche statufiée, grande ouverte comme dans un cri silencieux, resté à jamais en suspens. Le chef de cave referma prestement la trappe, avant que les Japonais ne puissent découvrir le cadavre qu'ils venaient de mettre à jour. On ne savait jamais, avec tous ces appareils photos prêts à être dégainés. Un drame pareil aurait signifié la fin d'une grosse promesse de vente de la part des négociants du pays du soleil levant. « Nous avons un petit souci avec cette cave, » glissa-t-il à son patron. « Elle n'est pas propre. » Bertrand de Beaulieu, qui n'avait pas eu le loisir d'apercevoir la tête du Maccabée, fronça les sourcils. « Comment cela, pas propre? Les employés devraient pourtant avoir déjà... Je vais plutôt montrer à ces messieurs de Tokyo la cuve 27, le coupa Pedrazzini, avec un rictus entendu. Une mimique trop comique pour la situation, alors que des murmures s'élevaient déjà en langue nippone. Le maître de cave invita les Japonais à le suivre, tandis que le patriarche rouvrait la trappe pour y découvrir l'objet de la terreur de son employé. À son tour, un rictus d'épouvante se dessina sur ses traits. Il referma bien vite la cuve, se pencha à l'oreille de sa fille, lui confiant le soin de prévenir discrètement les autorités, tout en l'invitant à user de tout son entre-gens afin que la nouvelle ne s'ébruite pas au-delà du cercle du domaine. En experte des relations publiques, nul doute que Bérengère de Beaulieu saurait faire taire les journalistes trop avides de sensationnel. Ce n'était pas la première fois qu'un tel accident stupide survenait dans un domaine viticole, mais celui-ci risquait, par son retentissement, de faire capoter de belles affaires, voire d'entacher la réputation jusqu'ici exemplaire du domaine baron de Beaulieu. Le scandale devait être évité à tout prix, quel qu'en soit le prix. Première partie. Les pleurs des sarments. Je vais mourir bientôt. Mes jours sont comptés, tu sais. Surtout ne sois pas triste, je ne le suis pas moi-même. Au contraire, c'est un soulagement d'approcher du terme. J'ai fait mon temps. Je sens obscurément que ma place n'est plus sur cette terre. Les êtres humains sont faits pour naître, croître et s'éteindre, c'est ainsi. Certains traversent ces brèves années à l'échelle de l'humanité, tout à fait paisiblement. D'autres doivent lutter, pied à pied, jour après jour pour exister, survivre. Ma vie n'a pas été toute rose, crois-moi. Combien de fois ai-je cru mourir? Combien de fois ai-je échappé au passage de la grande faucheuse? Ai-je eu la chance d'avoir senti au-dessus de ma tête la présence impalpable d'une bonne étoile? Il va me falloir te narrer tout cela.
Seulement, j'ai vécu tant de choses que je ne sais pas par quel bout entamer mon récit. J'aurais tant à raconter. Mon esprit est confus, mes souvenirs se mélangent, s'entrechoquent, recouverts de la lourde chape de l'émotion. Comment trier, organiser, prioriser? Dois-je reprendre le fil de ma vie chronologiquement? En serais-je seulement capable? Dois-je me limiter aux quelques événements marquants qui ont jalonné mon existence? Mais ceux-ci sont encore bien nombreux. Si je m'égare, je te prierai de bien vouloir m'en excuser. Je bénéficie de circonstances atténuantes, ne crois-tu pas? Allez, je ferai mieux de cesser ce verbiage et d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, tu ne sais rien de ma vie, ou presque, du moins uniquement ce que j'ai bien daigné en laisser paraître tout au long de ces années. Derrière la façade de nos traits se cachent souvent des âmes plus torturées qu'on ne le croit. Aujourd'hui, je fais tomber le masque et me livre totalement. Tu es en droit de tout savoir, à présent, afin de tout comprendre. Rien de plus légitime. Alors, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Prends quelque chose pour toi, installe-toi confortablement près de moi et écoute. Écoute mon histoire. Elle est terrible. Chapitre 1. Pourvu qu'on eût l'ivresse. Épernay, septembre 2018. Chaque année, à la même époque, ou à quelques jours près selon les conditions climatiques et de maturité, revenait l'exquise parenthèse des vendanges. Apothéose de l'année viticole, elles achevaient le cycle de plusieurs mois d'attentions extrêmes prodiguées à la végétation de la vigne, de même que de labeurs humains conduisant à ce trésor engendré par les ceps. Les grappes de raisin, fruits sacrés s'il en fut, origine du nectar produit en Champagne et apprécié sur les plus grandes tables du monde et lors des grands événements sportifs, professionnels ou familiaux. D'ailleurs, le maître du domaine lui-même s'octroyait chaque année le rituel d'accueillir en personne les équipes de vendangeurs venues de France et de divers pays de l'Est européen. Il leur délivrait quasiment mot pour mot le même refrain, d'une voix bonhomme, paternaliste. « Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bertrand de Beaulieu, le propriétaire de ce domaine. Je préfère d'emblée vous prévenir que la vendange n'est pas toujours une partie de plaisir, loin s'en faut. Vous allez user vos genoux et briser votre dos durant 2 ou 3 semaines, sachez-le. Mais comme je suis reconnaissant et bienveillant avec mes troupes, vous aurez droit chaque midi à une petite flûte de champagne et un peu plus à discrétion à la fin de chaque journée de dur labeur. En échange, je vais vous demander de travailler consciencieusement et avec le plus grand soin. Les chefs d'équipe seront là pour vous le rappeler si toutefois vous avez tendance à l'oublier. Sachez donc qu'en Champagne, la récolte s'effectue uniquement à la main et avec délicatesse. Chacune des grappes devra être déposée, une à une, dans votre panier. Je dis bien déposée et non pas jetée. Il est important que la peau des raisins n'éclate pas avant d'arriver au pressoir en fin de journée. Chaque grume doit conserver en son sein tout son bon jus, tout gorgé d'eau et de sucre. Pour vous, messieurs, imaginez que chaque grappe est comme la main de votre fiancé que vous demandez à son père, une œuvre digne d'amour. Pour vous, mesdames, songez qu'il s'agit de l'écrin d'une magnifique bague sertie de diamants. Des murmures railleurs s'élevèrent parmi les vendangeuses. Très bien, je sais que mon propos peut s'avérer sexiste, mais je tenais à bien vous signifier l'importance de cette grappe. Vous êtes les premiers maillons d'une longue chaîne vinicole qui aboutira au nectar champenois que vous dégusterez plus tard. Considérez-vous donc comme essentiels. Vous n'êtes pas simplement des cueilleurs de fruits, vous êtes les joailliers du vin. Sur ce, je vous souhaite à tous bon courage et je vais prier pour que ce beau temps se maintienne le plus longtemps possible. Mais je ne suis pas Dieu, n'est-ce pas? Des merci fusèrent, quelques blagues furent jetées à l'envolée, et les ouvriers saisonniers se dispersèrent par deux dans chacun des rangs rectilignes de la parcelle, plantée de cépages chardonnay, aux grappes denses, constituées de petites baies dorées, rondes comme des billes. Souvent, ces parcelles de la côte des Blancs ouvraient la période de cueillette. Le propriétaire salua ses équipes d'un signe de la main et s'engouffra dans son SUV Mercedes noir rutilant, empruntant le chemin blanc de retour vers le vendangeoir installé à quelques kilomètres des vignes. Tandis que le véhicule s'éloignait dans une traînée poussiéreuse, les chefs d'équipe lançaient le signal des vendanges 2018, que toute la corporation espérait hors norme,
signe d'un millésime qui ferait date, si tant est que tout se déroule pour le mieux. Les cueilleurs s'étaient groupés par affinité pour certains, comme cette dizaine de Polonais recrutés au pays. Depuis quelques années, les récoltants français se voyaient confrontés à un casse-tête au moment de l'embauche des saisonniers. Malgré les annonces diffusées auprès de l'agence Pôle emploi et des boîtes d'intérim de la région, peu de candidats se présentaient pour abattre ce travail. Il fallait en convenir, harassant. Ou bien ils embauchaient le lundi et disparaissaient dès le mardi matin. Aussi, depuis plusieurs années, le descendant du baron de Beaulieu, comme d'autres de ses confrères champenois, faisait confiance au sens de travail de ces gens de l'Est, durs au mal et fidèles au poste. Ils étaient sans doute un peu plus gourmands en nombre de flûtes de champagne, mais peu importaient les flacons pourvu qu'on eût l'ivresse de la cueillette. Parmi eux, il en était un qui maîtrisait assez bien la langue de Molière. Pavel Janowicz faisait office de traducteur entre ses compatriotes et l'équipe d'encadrement des vendangeurs. C'était un garçon d'une bonne trentaine d'années, robuste, large d'épaules, aux cheveux noirs qu'il aimait plaquer sur son crâne à grand renfort de gel. En 2 jours de vendange, il s'était imposé comme chef d'équipe des Polonais et il fut assigné au débardage, aux côtés de Sylvain Lefort, un quadragénaire qui ne rechignait pas à la tâche. Sylvain, malgré son petit gabarit et ses cheveux grisonnants filasses dépassant d'une casquette qui ne le quittait que rarement, ne tarissait jamais d'efforts entre les rangs, encourageant les uns, donnant le coup de main à d'autres. « Allez, jeune fille, du courage ! Alors, gamin, un peu de nerf là, tu te traînes ! Attends, petit, je vais te montrer comment tenir ton sécateur mieux que ça si tu veux pas finir la journée les doigts pleins d'ampoules. » Viticulteur lui-même, ce propriétaire d'un petit hectare de vignoble qui ne suffisait pas à subvenir aux besoins de son foyer, complétait ses revenus par son emploi à l'année chez les Beaulieu. De fait, il devenait la pierre angulaire des équipes durant la période de la cueillette du raisin. Après que Pavel et son compatriote Andrzej eurent chargé une dernière caisse emplie des grappes dorées sur l'enjambeur que Sylvain conduisait, celui-ci guida l'engin jusqu'au bout du rang, se garant à hauteur de la remorque en partance pour le pressoir. Il empila les caisses en plastique sur 3 niveaux, éteignit le moteur et consulta sa montre. 10 heures, le meilleur moment pour la pause café. Il se saisit d'une cloche qu'il agita dans le vent. Les 32 têtes des coupeurs émergèrent des 16 rangs comme dans un ballet du Bolchoï. « L'heure du casse-croûte, les gars !» aboya Sylvain. On déboucha les thermos de café, de thé, quelques capsules de bière sautèrent. On trancha des baguettes de pain frais sur lesquelles on étala des pâtés ou des confitures, selon qu'on préféra le salé ou le sucré. On parla peu, la bouche pleine. Seuls quelques-uns échangèrent 1 ou 2 blagues. On grimaça en se tenant les reins, en bandant un doigt qui avait vu la lame d'un sécateur d'un peu trop près. Bref, on prenait ses marques. 1 quart d'heure plus tard, le ventre retapé, le corps bourré de caféine, chacun reprenait sa place entre les rangs où les paniers avaient été abandonnés. Ne restèrent près du tracteur que Pavel et Sylvain, lesquels rangeaient les thermos. « Alors, mon gars, entama Sylvain, pas trop dur le débardage ? Avec les épaules que t'as, c'est de la rigolade de soulever une caisse pleine, pas vrai ? J'ai l'habitude de travail difficile, se défendit le Polonais, avec un accent prononcé. Chez nous, je fais la vigne aussi, et maçonnerie, et le travail dans les bois aussi. Toujours travailler. Ouais, c'est bien connu que les Polonais sont pas des fainéants. Et comment que t'as fait pour débarquer ici ? Communauté polonaise très unie. Je connais un, comme on dit, un recruteur, c'est ça ? Ouais, un recruteur. Sûrement un de tes compatriotes qui fait le lien entre les employeurs d'ici et les travailleurs de chez toi. Tu sais, en France, les jeunes ne savent plus ce que c'est que l'effort. Ils voudraient gagner du pognon sans se casser le cul, ni le dos. Après une journée de boulot dans les vignes, ils ont l'air de petits vieux perclus de rhumatisme. Après, je les comprends. Ils gagnent presque plus à toucher leurs allocs chômage. Alors pourquoi s'emmerder à couper du raisin quand on peut le boire le cul dans son canapé devant sa télé, hein ? C'est vrai. Moi, pas j'aime la télé. Truc débile, toujours. Télé-réalité, d'Éric. Journal trop triste. Moi, je suis comme toi. La télé, c'est juste bon pour m'endormir après une journée de boulot. Tu sais quoi ? Moi, je préfère la radio. Quand je suis dans mes rangs de vigne, tout seul, en hiver, au printemps, à l'été, j'ai toujours ma radio à pile dans une pochette de liage que je porte autour des reins. Et toute la journée, quand je taille, que je lis, que je relève et que je palisse, j'écoute RTL du matin au soir. Ça m'accompagne en fond sonore. Je me sens moins seul et moins fatigué. Je vois pas passer la journée, tu vois.
Je vois. Sylvain se redressa de la marche de l'enjambeur sur lequel il était assis. Bon, c'est pas le tout, mais si on continue à bavasser comme ça, on va nous traiter de pipelettes. Les gars vont se démotiver dans les rangs. Au boulot, les paniers et les caisses se remplissent là-haut. Le vétéran sauta lestement sur le siège de l'engin et lança le moteur. Pavel s'assit sur l'un des bras de l'enjambeur, le temps de remonter le rang jusqu'à hauteur des cueilleurs. La journée s'écoula sans trop de mal pour les dos, les doigts ou le moral. Il n'y eut aucun désistement au sein de l'équipe où l'osmose commençait à se créer, dans l'effort et la détermination. Lorsque sonna l'heure de débaucher, Pavel avait gagné toute la confiance de Sylvain. Ce dernier savait reconnaître les bons éléments et saurait, en temps voulu, vanter les mérites du jeune homme auprès de son patron, l'impitoyable Bertrand de Beaulieu. Celui-ci, sous ses apparences paternalistes du premier jour de récolte, n'en demeurait pas moins un redoutable patron, tout autant qu'un homme d'affaires avisé, pour qui un sou était un sou. Selon lui, chacun des hommes qu'il employait à l'année, comme à la tâche ou à la saison, devait mériter ardemment son salaire, si maigre fût-il. Lui-même héritier d'une longue lignée de propriétaires en Champagne, Bertrand de Beaulieu avait su s'imposer dans le milieu par sa dévotion totale à sa maison, ne comptant ni ses heures, ni ses voyages d'affaires destinés à faire prospérer et rayonner mondialement la marque dont il portait le nom. BDB, ou quel que fût le surnom qu'on lui donna, entendait bien faire en sorte que le blason familial continuât de briller de mille feux. Cela avait toujours été le cas depuis des décennies. Des générations de Beaulieu, que ce fût son père Georges, ou encore son grand-père Hubert, celui-là même qui avait donné ses lettres de noblesse à leur patronyme, malgré le ou grâce au cataclysme qui avait secoué le monde, l'Europe, la France et la Champagne durant la Seconde Guerre mondiale. Kapitel 2, un arc de triomphe. Juin 1940. La Mercedes 500K noire s'avançait lentement dans les rues désertées du centre de Reims, plus précisément à hauteur du numéro 3 du boulevard des Aubeaux, devant lequel elle s'immobilisa. Un aide de camp en descendit prestement, contourna le véhicule immatriculé en Allemagne et ouvrit la portière du côté droit. Un uniforme d'officier s'extirpa lentement de l'habitacle, casquette plate vissée sur la tête, galon solidement accroché aux épaules. L'homme au port altier s'étira sur le trottoir et contempla la façade imposante du bâtiment qui allait devenir son quartier général. Non pas pour 1000 ans comme en rêvait le Reich, mais sans doute pour de nombreux mois, tant que durerait l'occupation allemande, et jusqu'à la victoire finale. Victoire qui ne faisait aucun doute dans l'esprit de ses supérieurs. Fureur en tête. L'histoire s'était subitement accélérée ces derniers jours. Le 12 mai 1940, à la prise de Sedan, alors que les deux pays s'enlisaient depuis des mois dans cette drôle de guerre, depuis la mobilisation générale du 1er septembre 1939, qui avait gravement compromis les vendanges de l'année antérieure. À cette date, la théorie des dominos avait entraîné l'Europe dans la guerre, après qu'Hitler eut ordonné l'invasion de la Pologne à ses troupes. À cela, par le jeu des alliances, la France avait déclaré la guerre à l'Allemagne, immédiatement suivie par la Grande-Bretagne. Alors, l'Union soviétique de Staline et l'Italie de Mussolini, pour ne citer que les plus concernés territorialement, étaient à leur tour entrées dans le conflit. Pourtant, cet événement était loin de constituer une surprise. Les hostilités couvaient depuis bien plus longtemps. Les années 30 avaient vu émerger le mouvement national-socialiste, émanation fatale de la défaite allemande de 1919. Si l'on voulait aller plus loin, il fallait remonter à 1870 et à la guerre franco-prussienne. En somme, plus de 70 ans de conflit aboutissaient à la présence en ces lieux de l'officier allemand. Otto von Klebisch avait pu constater de visu, et avec une grande satisfaction, les longues files de civils fuyant l'avancée allemande. 11 millions de personnes en débandade, charrettes débordant de biens tirées par des chevaux, des jours entiers de marche pour échapper à l'occupation. Mais ceci n'était pas son problème. Bien que promu colonel de la Wehrmacht, se sachant élégant dans son uniforme sans faux plis, admirablement taillé par les designers de la firme allemande Hugo Boss, Klebisch n'était pas un soldat dans l'âme.
Il n'en possédait que le grade et non les convictions. Homme de goût, grand amateur de champagne et fin connaisseur des grands vins français, on lui avait assigné l'une des tâches les plus nobles qui soient à ses yeux. Il se voyait chargé de veiller au bon déroulement des prélèvements de champagne pour le Troisième Reich. Herr Colonel, si vous voulez bien me suivre, l'invita son aide de camp en poussant la porte de l'immeuble. Klebisch admira avec contentement la plaque apposée sur la façade, où l'on lisait « Bautfrager für den Weinenport aus Frankreich », commissaire à l'importation du vin français. Il s'engagea dans le hall sombre, arpenta la volée de marche conduisant à l'étage où son bureau était en train de se mettre en place. De jeunes troufions de la Wehrmacht allaient et venaient avec des cartons dans les bras, arrangeant des dossiers sur le grand bureau en acajou trônant au milieu d'une vaste salle haute de plafond. Les bottes dûment cirées du Weinführer claquaient sur les marches de marbre. Lorsqu'il pénétra dans la pièce qui lui était allouée, les soldats se figèrent dans un salut tout à fait militaire, faisant claquer leurs talons l'un contre l'autre, à l'unisson. « Repos !» leur ordonna-t-il. « À l'avenir, vous vous dispenserez d'un tel cérémonial, messieurs. Je ne suis pas venu ici pour faire la guerre. Bien au contraire, je souhaite pacifier la région. Le champagne n'est-il pas le symbole de la concorde et de la fête ?» Les soldats et l'aides de camp ne réagirent pas au soliloque de leur supérieur. Ce dernier pensait tout haut, tout en se dirigeant vers la fenêtre de la pièce, se postant devant les vitres fraîchement lavées. Son regard embrassa le panorama. Il se sentit d'emblée à son aise dans son nouvel environnement de travail. De l'autre côté de la rue, le parc boisé des hautes promenades s'étalait, rectiligne, ordonné comme l'aimaient ses compatriotes, jusqu'à la rue suivante où il pouvait distinguer la gare de Reims et les voies de triage. Face à la fenêtre, les vestiges de la porte de Mars, un arc de triomphe datant de l'occupation romaine, s'offrait comme le symbole de la victoire allemande sur la France. Quelles traces, quels souvenirs laisseraient-ils, eux, sur le territoire français? Klebisch était un des rouages de cette machinerie bien réglée. Il lui appartenait, dès à présent, de remplir sa mission. Il se retourna vers le bureau, ouvrit la boîte marquetée qui avait été déposée à son intention et en sortit un cigare Hochfein Sumatra, l'un de ses préférés. Il en sectionna le bout à l'aide de son coupe-cigare, l'emboucha puis approcha une allumette pour l'enflammer. Il aspira une longue bouffée tout en s'asseyant derrière le large bureau, étendit ses jambes, reposa son corps contre le dossier. Il releva la tête en contemplant les moulures du plafond et, plissant les paupières d'aise, il expulsa un nuage de fumée qui se mit à danser devant ses yeux. L'aide de camp déposa à sa droite une flûte emplie du nectar effervescent qu'il affectionnait tant, puis laissa la bouteille sur le bureau. Un Pommery 1936. Otto von Klebisch approcha la flûte de ses lèvres et se laissa emporter par la magie des bulles. « Nous ne sommes pas les plus malheureux des hommes, n'est-ce pas, Karl ?» demanda-t-il à son aide de camp, posté légèrement en retrait. « Ya, mon colonel, les hommes de troupe sur le front n'ont pas droit au champagne. Voulez-vous trinquer avec moi à la victoire allemande? Je ne sais si... Tst, prenez une flûte et servez-vous. Le champagne n'est pas un alcool solitaire, il doit être partagé. Merci, Herr Colonel. Oh, et puis arrêtez avec vos colonels à tout va. Appelez-moi par mon nom, ce sera suffisant. Bien, Herr Klebisch. Je n'ai de militaire que le grade et à peine la fonction. Tout ceci n'est que décorum, costume de scène, apparat. Mon véritable travail commence maintenant et j'ai du pain sur la planche. Vous le constaterez bien vite à mes côtés. Si je peux vous être utile à soulager votre intendance et votre logistique, ce sont là mes fonctions. Par quoi souhaitez-vous commencer? Le plus urgent est de faire cesser les pillages de bouteilles. C'est indigne de l'armée d'occupation. Je vais rédiger des ordres dans ce sens. Apportez-moi du papier et de quoi écrire. Aurais-je une secrétaire à disposition pour frapper mes lettres? Elle sera là dès demain, Herr Klebisch. Son bureau est en cours d'installation dans la pièce contiguë. Parfait, parfait. Le Weinführer reposa sa flûte vide, qu'il venait de terminer d'une traite. Il tira une longue bouffée de son cigare avant de le reposer sur un support en bois. Il souffla longuement la fumée et se redressa, lissa ses cheveux en arrière sur son crâne et posa les coudes sur le bureau avant de lancer d'une voix claire. « Bien,
À présent, mon agenda, je vous prie. J'aimerais organiser mes visites aux grandes maisons rémoises. Ce disant, Clébiche ne se doutait pas encore combien son rôle allait s'avérer déterminant pour de nombreuses familles de producteurs, négociants et viticulteurs de la région, en bien ou en mal, selon affinité. Chapitre 3. Un sacré chien. Épernay, octobre 2018. 3 semaines ont été nécessaires pour cueillir le fruit d'une année de culture dans les centaines de rangs du domaine Beaulieu. 22 jours précisément à se casser le dos sans répit, dans l'effort, mais dans la bonne humeur générale pour l'ensemble de l'équipe. Cueilleurs, chefs de rang, débardeurs, conducteurs d'engins, livreurs, à chacun sa tâche, et à chacun ses petites douleurs. Pas d'incident notable en revanche cette saison. Pas de blessés graves. Quelques pansements et compresses, un peu de synthol sur les reins, 2 boîtes d'aspirine et surtout, remède ultime à tous les maux, quelques flûtes de champagne le soir pour faire oublier la fatigue de la journée. Lorsqu'enfin, les dernières grappes déposées dans les paniers, les hommes et les femmes se retrouvèrent au bout des dernières rangées, sachant que cette fois, c'était la dernière montée de coteaux de la saison. Ce soir, ce ne serait ni 1 ni 2 coupes avalées, mais beaucoup plus, si affinité avec les bulles. La dernière journée de cueillette se célébrait toujours par un repas festif largement arrosé. Le chien des vendanges était de tradition en Champagne, et, cette année encore, le petit-fils du baron ne dérogeait pas à la règle instituée de longue date dans la famille Beaulieu. C'est ainsi que toute l'équipe se retrouva en fin de journée auprès d'un buffet d'apéritifs disposé sous des tonnelles dans le grand parc dominé par le château des propriétaires. Tous avaient revêtu leur habit de ville en lieu et place des cottes de travail, bottes en caoutchouc et autres capotes cirées si pénibles à supporter. La plupart des femmes s'étaient maquillées et nombre d'hommes avaient forcé sur l'eau de Cologne pour tenter de masquer les restes d'odeur de raisin écrasés qui souillaient leurs mains calleuses. Une fontaine à champagne, constituée de 80 coupes de cristal assemblées sur 8 étages, avait été dressée par le traiteur engagé pour l'occasion. Bertrand s'approcha de la construction, un magnum à la main. « Mes amis, je ne vais pas faire de longs discours, car je sais que chacun d'entre vous est impatient de voir les festivités lancées et de pouvoir se désaltérer d'une bonne coupe bien fraîche. Par ailleurs, le poids de cette bouteille est tel que j'ai hâte à mon tour de m'en délester au plus vite. Aussi, je voudrais simplement dire 2 mots pour vous remercier d'avoir contribué avec efficacité à la réussite de cette vendange 2018, qui s'est avérée une belle année. Beaucoup de lourdes grappes pleines de jus sucré, ce qui augure du bon vin d'ici quelques mois. Je vous invite à revenir y goûter lors des prochaines années. » Le patron adressa un signe de tête au groupe de Polonais attroupés dans un coin de la tonnelle, comme pour leur rendre hommage et leur signifier qu'ils seraient les bienvenus pour d'autres vendanges. Merci également aux chefs de rang, chefs d'équipe et à tout le personnel des caves qui n'ont pas chômé non plus. Une mention particulière pour Sylvain Lefort, fidèle parmi les fidèles. Enfin, merci à mes enfants, ici présents, Vincent, Bérangère et Apolline, sur qui je sais compter aujourd'hui et dans l'avenir, en ce qui concerne la pérennité de la marque Beaulieu. L'illustre nom du baron, mon grand-père, est loin d'être mort, croyez-moi. Bon, trêve de palabres, l'heure est venue de remplir ses coupes. Pavel, je vous laisse le soin de traduire au mieux mon splendide laïus auprès de vos compatriotes. » Tandis que Bertrand de Beaulieu levait le magnum à hauteur du sommet de la pyramide de verre, le traducteur résuma en quelques mots l'essentiel, selon lui, de l'allocution du propriétaire. En français, le patron vous félicite pour le bon boulot réalisé et vous invite à vider les bouteilles. Santé, mes amis. Cette traduction me paraît bien sommaire, s'étonna Beaulieu, avec un sourire en direction du Polonais. Mais je vous fais confiance, jeune homme. Vous avez sans doute gardé le meilleur de mon discours. Il remplit de champagne la coupe installée au sommet de la pyramide, laissant le liquide doré se répandre majestueusement aux étages inférieurs, sous les regards admiratifs de l'assistance, prête à bondir sur les coupes pleines. Le patron ne termina pas de vider le magnum, tendant le contenant à l'un des employés du traiteur. Il s'éloigna du buffet et s'approcha d'un groupe de notables rémois et sparnassiens invités au vin d'honneur, auquel s'étaient déjà joints Vincent et Bérangère de Beaulieu. Il y avait là les 2 coprésidents du CIVC,
le comité interprofessionnel du vin de Champagne, ainsi que des propriétaires amis de la famille. Les vendanges étaient une chose, les affaires en étaient une autre, bien plus importante aux yeux du patron. Son véritable travail résidait là, dans les relations qu'il entretenait avec les sommités, les décideurs et influenceurs de Champagne. À l'opposé, ouvriers et employés se lancèrent sur les coupes pleines et les plateaux garnis d'un large assortiment de petits fours délicats. Pavel, une coupe à la main, discutait en polonais avec ses compatriotes. Cependant, d'un œil distrait, il lorgnait du côté d'un groupe de femmes parmi lesquelles il reconnut Apolline de Beaulieu. La jeune femme, dernière née du couple Beaulieu, l'attirait indéniablement, et ce dès lors qu'il l'avait remarquée à son arrivée au domaine. Séduit par la longue chevelure rousse de la jeune femme, le Polonais fantasmait depuis des jours entiers. Jusqu'ici, il n'avait pas osé l'entretenir d'autre chose que de banalités d'usage, les rares fois où ils s'étaient croisés. Après tout, la fille cadette de Bertrand de Beaulieu ne se mêlait pas aux vendangeurs. Elle avait d'autres chats à fouetter sans doute. « Oh, Pavel, tu rêvasses ?» le fit sursauter Piotr, l'un de ses collègues. « L'effet des bulles, mon ami, » répondit-il évasivement. « Des bulles rousses, sûrement. Arrête tes conneries et bois un coup. » Boire, ils le firent sans détour ce soir-là, tant à l'apéritif qu'au cours du repas, attablés durant de longues heures à ripailler, rire et profiter de ne rien faire d'autre que de s'emplir la panse, la vessie et le cœur d'inoubliables instants. Une cinquantaine de personnes en tout encadraient les tables, groupées par affinité créées durant les 3 semaines de labeur. Seule la table directoriale tranchait avec celle des ouvriers. À celle-ci, Apolline ne cessait d'attirer le regard du jeune Polonais. Toutefois, à chaque fois que leurs yeux se croisaient, la jeune femme détournait le regard, non sans laisser poindre un sourire ambigu qui invitait Pavel à s'enhardir. L'alcool aidant, en fin de soirée, il se leva, résolu, tandis que la musique giclait des haut-parleurs. Le dessert venait d'être servi, accompagné par une énième tournée de vin pétillant. Pavel avait perdu le compte de ses coupes vides. Il osa. « Vous dansez ? Pourquoi pas, si tu te tiens encore debout. Vous avez déjà vu Polonais pas tenir debout après alcool ? Je ne connaissais pas de Polonais avant toi. Vous, bientôt, me connaissez. Toi, d'abord me tutoyer, d'accord ? Sinon, moi, pas danser. Pas beau se moquer de mon français, mademoiselle, se plaignit Pavel. Je ne me moque pas. Au contraire, je trouve ça très séduisant, y compris cet accent slave si chaud. Séduisant ? Ça veut dire vous, séduite par moi ? Tu as oublié ? Oublié quoi ? De me tutoyer ? Ça veut dire toi, séduite par moi ? Apolline laissa poindre un sourire en coin, posant théâtralement son index au bord de ses lèvres roses, décrivant une moue boudeuse à la Bardot. Peut-être, minauda-t-elle. Mais ouf, qu'est-ce qu'il fait chaud, n'est-ce pas ? Ce doit être le champagne. Je crois que j'ai trop bu ce soir. Je ne sais pas si je réussirai à danser sans trébucher. Et si nous allions nous promener dans le parc plus tôt ? Elle tendit son bras au trentenaire polonais, lequel s'en saisit avec délicatesse pour l'escorter à l'extérieur de la tonnelle, sous les regards railleurs ou admirateurs, c'était selon, de ses compatriotes. Eux ne dansaient pas, préférant demeurer attablés devant leur coupe sempiternellement remplie. Il semblait que, ce soir-là, la source du vin mousseux ne se tarirait jamais. Ils marchèrent quelques centaines de mètres dans le vaste parc arboré, piétinant une pelouse parfaitement entretenue par un jardinier méticuleux employé à l'année par le baron. La villa du XVIIIe siècle trônait au cœur de ce parc. La nuit protégeait le couple des regards indiscrets, seulement guidée par une lune aux 3/4 pleine. Une lune gibbeuse et rousse, comme la toison d'Apolline, que Pavel admirait avec envie, des reflets mordorés s'égayant en cette multitude de cheveux. Ils s'arrêtèrent au pied d'un charme majestueux. Apolline frissonna. « Tiens, prends mon pull », proposa l'employé, en ôtant son vêtement. Il le fit glisser au-dessus de la tête de la jeune femme, qui se laissa vêtir en fermant les yeux. Pavel ajusta le pull autour du torse d'Apolline, et, ce faisant, ses mains frôlèrent la poitrine de la fille de son patron. Il perçut son frisson et son souffle accentué. Analysant cela comme une invite, il s'enhardit à caresser cette poitrine qui s'offrait à lui. La jeune femme écarta les lèvres, laissant échapper un soupir au doux parfum de champagne qui acheva de séduire le Polonais.
Il se pencha sur elle, et leurs lèvres se joignirent dans un baiser sucré et doux. Soudain, Apolline s'ébroua. « Non, je ne peux pas, je ne dois pas. »« Mais pourquoi ?» s'étonna Pavel. « Parce que je n'ai pas le droit de frayer avec les employés. Je ne suis pas à ma place. »« Mais toi envie ? Moi aussi. »« Oui, j'ai envie, mais ça ne mènera à rien, nous deux. »« Pas de mal à se faire du bien. C'est ça, expression française ? Oui, c'est ça. Je sais que ça ferait du bien, provisoirement. Mais tant de mal lorsque tu disparaîtras et que tu devras retourner dans ton pays. Les vendanges, c'est fini, Pavel. Moi, revenir l'année prochaine, promis. » Apolline de Beaulieu soupira bruyamment. « Tu te rends compte de ce que tu dis ? 1 an. T'attendre 1 an ? Mais mon pauvre, j'ai pas envie de finir vieille fille, moi. » « Toi, pas vieille. Je viens de coiffer Sainte-Catherine, mon beau. »« Quoi ? Non, rien. Ça veut dire que j'ai eu 25 ans et que je n'ai toujours pas d'homme. Ma sœur est plus mûre que moi. Elle te plaît pas ? » ?»« Non. Bérengère pas aussi belle que toi, Apolline, » susurra l'employé saisonnier. La jeune femme sourit devant la gentillesse, ou la drague éhontée, de Pavel. Enfin, elle abdiqua. « Eh merde !» jura-t-elle, s'étonnant elle-même d'entendre de tels mots sortir de sa bouche, elle habituellement si polissée. « Allez, viens !» Elle l'entraîna par la main jusqu'à une dépendance de la villa, une remise où se trouvaient entreposés de vieux meubles qu'on disait pouvoir servir un jour ou l'autre en dépannage pour les logements des saisonniers. Là, un canapé essoufflé d'avoir reçu tant d'océans accueillit pour l'occasion leurs ébats frénétiques. Une demi-heure plus tard, repu de sexe et d'émotion, Apolline, encore nue et moite d'aimer, déclara : « J'ai une idée. Tu veux faire encore l'amour une fois ? Non, j'ai eu ma dose, voyou. Non, je pensais à toi et ton départ. Je sais ce que je vais faire. Je vais proposer à mon père de t'embaucher. D'abord à l'essai, pour le reste de la saison. On a souvent besoin de main-d'œuvre, l'hiver, au moment de la taille, pour ramasser les sarments, les brûler ou les réunir en fagots pour les revendre aux amateurs de barbecue. Puis après, il y a le liage, le relevage, le palissage. Il y a du boulot toute l'année dans les vignes. Tu serais aux côtés de Sylvain, avec qui tu t'entends bien, n'est-ce pas ? Oui, Sylvain très sympa. Tu pourrais aussi aider au cellier, avec Patrice, notre maître de cave. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis, pourquoi pas ? C'est bien payé, tu ne le regretteras pas, crois-moi. Et puis comme ça, tu m'auras moi, aussi. Pas mal ça. Top là ? S'égaya Apolline en levant sa paume. Je préfère faire l'amour encore. Coquin de Polonais, va. Ils s'épuisèrent une nouvelle fois en cette nuit d'octobre. Chapitre 4. Fin de la récréation. Épernay, octobre 2018. Dès le lendemain matin, Apolline se rendit dans la partie administrative du domaine des Beaulieu, afin de vendre son idée à Bertrand, son père, qu'elle appelait tout naturellement papa. Bien qu'il se fût agi d'une famille aux nobles ascendances, et qu'il fût de bon ton de s'y vouvoyer, la jeune femme ne s'était jamais résolue à céder à cette fantaisie désuète, qu'elle estimait d'un autre temps. En approchant de la porte du bureau du grand chef, Apolline se sentait encore tout imprégnée des fragrances de l'amour, du parfum de Pavel. Après leur étreinte de la nuit, elle l'avait entraîné jusqu'à son appartement de la place de la République, héritage familial situé dans le prolongement de l'avenue de Champagne où se trouvait précisément le domaine et son vaste parc. Le Polonais, trop heureux de ne pas avoir à boucler ses valises et retourner au pays, dormait encore du sommeil de l'homme épanoui lorsqu'elle avait refermé la porte de son 3 pièces, non sans lui avoir laissé un petit mot adorable sur l'oreiller. Une conversation se laissait entendre à travers lui. Apolline entra sans frapper. À l'intérieur, son père se trouvait assis derrière son bureau en acajou, près duquel se tenait Vincent, le frère aîné de la jeune femme, un livre de comptes à la main. « Entre donc, petite sœur, » ironisa ce dernier. « Ne te préoccupe surtout pas de frapper avant d'entrer. Tu es ici chez toi, évidemment. C'est bien ce qu'il me semblait aussi, Vince, » répondit-elle du tac au tac. « Dites les enfants, » intervint Bertrand. « Vous avez passé l'âge des gamineries, non ? Qu'est-ce que tu voulais, Apolline ?» La jeune femme, pourtant à l'aise habituellement, se sentit soudain intimidée.
au cœur de la vaste pièce haute de plafond, aux murs tapissés de reproductions de tableaux de maîtres et d'une bibliothèque garnie de volumes anciens, reliés cuir, impeccablement alignés. Entre les murs de cette bâtisse du XVIIIe siècle, le patriarche avait souhaité recréer une ambiance d'époque, seulement défigurée par les postes informatiques qui trônaient sur les bureaux. On ne gérait plus une maison de champagne comme à l'époque de son grand-père, le baron Hubert. En 2018, une grosse partie du million de bouteilles qui sortait chaque année des celliers des Beaulieu partait vers l'export, via la vente à distance. Une logistique moderne s'avérait nécessaire. Apolline souffla posément et déclara, en jetant un regard oblique vers Vincent. « J'aimerais m'entretenir avec toi en privé, papa, si ça ne t'ennuie pas. Voyons, Apolline, nous n'avons rien à cacher à ton frère, à moins que ce ne soit un sujet personnel. » La jeune femme hésita. Non, rien de personnel, juste une idée qui m'a traversé l'esprit hier. Vince peut rester, cela ne me dérange pas. Alors je t'écoute. Voilà, papa. J'ai pu observer les employés durant ces presque 3 semaines de vendange et constater l'efficacité et la volonté de l'un d'entre eux. Ce Polonais, Pavel Janowicz. Vincent de Beaulieu étira les lèvres en un sourire entendu. Je t'avouerai, répondit Bertrand, que je n'ai pas pris le temps de faire connaissance individuellement avec chaque vendangeur, ma fille. Qu'a-t-il de si particulier, cet homme-là? Il me semble être très volontaire, dur au mal, et il paraît apprendre vite. Mon idée, puisque je sais que nous sommes à la recherche d'un auxiliaire multitâche au domaine, serait de le mettre à l'essai quelques mois. Il pourrait seconder efficacement Sylvain dans les vignes, et Patrice aux caves et celliers, voire même le jardinier. Un homme à tout faire, quoi, plaisanta Vincent. C'est toujours mieux qu'un bon à rien, n'est-ce pas? Il ponctua sa saillie d'un rire gras, fier de son bon mot. C'est sûr que ça ne risque pas d'être ton cas, à toi. Te salir les mains, c'est pas tellement ton genre. On ne te voit pas beaucoup non plus dans les rangs ou dans les pressoirs. Fin de la récréation, les enfants. Vous savez combien je déteste que vous vous mangiez le bec sous mes yeux. À votre âge, ça m'horripile, gronda leur père. Le jour où votre tour viendra de diriger cette maison, et ça ne saurait tarder, j'espère bien que vous saurez le faire sans vous déchirer. Il en va de la réputation de notre étiquette. Maintenant, considérons ta proposition. De prime abord, j'avais envie de dire pourquoi pas, parce que j'accorde de la confiance à ton instinct. Vincent grogna dans son coin, ponctuant ses borborigmes d'un cinglant. Franchement, un Polac? Et pourquoi pas un Arabe ou un Chinois pendant qu'on y est? On peut quand même rester entre Français, non? Bertrand de Beaulieu remua la tête. Mon fils, je n'apprécie guère ce genre de commentaires à caractère raciste dans mon bureau. Dois-je te rappeler que, justement, nous peinons depuis des mois à recruter des Français aptes aux tâches pénibles? Les Sylvain Lefort ne courent plus les rues, crois-moi. Alors, rien que pour te prouver que ton raisonnement est infondé, je vais donner sa chance à ce Pavel que nous conseille Apolline. Merci, papa, s'enthousiasma celle-ci, avec sa fraîcheur coutumière. Espérons que nous n'ayons pas à le regretter, trancha Vincent. L'avantage, c'est qu'on pourra le payer moins cher qu'un employé français. Hors de question, se fâcha le père. Cet homme-là sera indemnisé au tarif syndical légal. Fin de la discussion. Tu avais autre chose à me demander, Apolline? Pour moi, c'est parfait, papa, triompha la jeune femme, un sourire narquois adressé à son frère, lequel l'escorta jusque dans le couloir pour s'éloigner de leur paternel. C'est le type avec lequel tu étais cette nuit? Cracha-t-il, une fois la porte du bureau refermée. Qu'est-ce que ça peut te foutre, Vince? Je croyais t'avoir entendu dire à papa qu'il n'y avait rien de personnel. Pourtant, cette nuit, je t'ai vu disparaître avec un homme du côté des dépendances, pendant le bal. Tu m'espionnes maintenant? Absolument pas. Tu pensais être discrète? J'aurais pourtant juré que cet homme-là avait les traits typiquement polonais. T'es vraiment con, Vince, je te jure. Cataloguer les gens sur leur physique, c'est bas. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, parce que je me dis que t'aurais été très pote avec les types de la Gestapo ou des milices. Tu me dégoûtes, tiens. J'ose même pas imaginer comment tu votes. Je suis sûr que dans l'isoloir, ta main va vachement pencher à droite. Très, très à droite. Sur ce, je me casse, sinon je risque de m'énerver dès le matin. C'est ça, petite sœur. Bien le bonjour à ton Polonais. Apolline avait déjà parcouru 10 mètres avant de lever son bras en l'air, le majeur bien dressé et de lancer, sans se retourner. Va te faire foutre, frangin. Moi aussi je t'aime, sœurette.
Vincent de Beaulieu tordit la bouche, indifférent à l'humeur de sa sœur cadette, et retourna à la discussion interrompue avec son père. Chapitre 5. Les moyens de ses ambitions. Berlin, octobre 2018. Le rendez-vous avait été fixé au siège du parti, à quelques pas à pied de l'hôtel que Vincent avait réservé pour plusieurs nuits, non loin de l'Aspree, qui coulait sous une brume d'automne toute romantique. Lorsque le négociant de la maison Beaulieu tourna le coin de la Sillenbinderstrasse, il aperçut la devanture du NPD, le Parti nationaliste démocratique allemand au numéro 42, comme on le lui avait indiqué. Une rue banale aux bâtiments austères de 3 à 4 étages, 6 dans les faubourgs de Berlin, au centre de laquelle circulait un tramway, qu'il laissa passer avant de s'engager. Vincent de Beaulieu se présenta à l'accueil, annonçant en anglais qu'il était attendu par le directeur managérial R. Klaus Bauer. On lui demanda de patienter un instant dans un petit salon attenant à l'accueil, et à peine 5 minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années, grand, fin, portant une barbichette poivre et sel et un catogan du même acabit, s'approcha la main ouverte et tendue. « Ah, monsieur de Beaulieu, quel plaisir de vous accueillir chez nous !» lança-t-il dans un français quasi parfait, seulement teinté d'un accent acéré comme les anciens casques à pointe des soldats prussiens. « Suivez-moi, je vous prie. » Le directeur du parti politique ultranationaliste conduisit le négociant champenois jusqu'à son bureau personnel, où ils s'installèrent à une table basse sur laquelle trônaient déjà 2 coupes en cristal et une bouteille de champagne dont Vincent reconnut immédiatement l'étiquette. « C'est un plaisir de constater que vous savez choisir les bonnes bouteilles, » apprécia-t-il en s'asseyant. « En effet, je tenais à trinquer avec vous autour de votre cuvée de prestige, dont je vous remercie encore une fois de nous avoir fait envoyer un carton de dégustation. C'est bien la moindre des choses, » tempéra Vincent, tout à fait à l'aise dans son rôle de commercial de la luxueuse marque familiale. Le jeune homme n'aimait rien tant que voyager, rencontrer les clients fidèles à leur maison, à qui proposer des nouvelles cuvées, les récompenser par des offres alléchantes sur de grosses commandes, ou bien se lancer à l'assaut de nouveaux marchés, de nouveaux prospects, tels ceux dirigeants d'un parti allemand qui étaient intéressés par leur vin. Dès lors, Vincent avait fait envoyer une caisse représentative de leur gamme, et il venait ce jour à la rencontre du futur client afin de négocier la meilleure offre possible. Son rôle chez les Beaulieu se situait là, dans la persuasion, la séduction commerciale, la signature de gros contrats. « Nous avons beaucoup apprécié cette cuvée-là, » affirma Klaus Bauer en levant sa coupe. « La cuvée B, » confirma Vincent en lorgnant sur la bouteille au centre de la table. « Cuvée Baron de Beaulieu, notre fer de lance, sans vouloir me vanter. Un assemblage osé, racé, puissant, tel que l'avait souhaité mon arrière-grand-père, Hubert de Beaulieu. Une harmonie qui lui ressemble. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.